Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle tournée africaine d'aujourd'hui, du lundi, le 1er décembre 2025. Et on commence avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a exhorté l'autorité nationale des élections à prendre des décisions nécessaires pour garantir l'intégrité du processus électoral. Eh bien, le processus, le second tour des législatives 2025 doit débuter aujourd'hui, lundi, à l'étranger pour le second tour de la première phase. Voyons ensemble ce compte rendu. L'autorité nationale des élections, présidée par le juge Hazem Badawi, a organisé de nouveau les élections dans les 19 circonscriptions dont les résultats de la première phase des législatives ont été annulés dans cette gouvernorat, et ce conformément au calendrier électoral annoncé. Le vote se tient lundi, le 1er décembre et mardi 2 décembre pour les Égyptiens à l'étranger, tandis qu'il aura lieu mercredi et jeudi les 3 et 4 décembre en Égypte. Les résultats de la première phase seront annoncés le 11 décembre. Le calendrier du second tour, si nécessaire, le vote pour les Égyptiens à l'étranger se tiendra les 24 et 25 décembre. Le vote en Égypte aura lieu les 27 et 28 décembre. Les résultats du second tour seront annoncés le 4 janvier. L'autorité a précisé que les bureaux de vote dans les 19 circonscriptions seront ouverts de 9h à 21h selon le fuseau horaire de chaque pays pour ce qui est du vote à l'étranger. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a annoncé la libération des 3 Égyptiens qui avaient été enlevés début novembre au Mali. Le ministre des Affaires étrangères avait demandé à son homologue malien, Abdoulaye Diop, de faire le maximum pour qu'il soit libéré rapidement. Diop a assuré suivre la situation de près, de concert avec les autorités et ministères compétents au Mali, et faire de son mieux pour que les captifs soient remis en liberté le plus vite possible. Diop a informé Abdelghati des développements sécuritaires au Mali et des efforts déployés par le gouvernement malien pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme afin de rétablir la sécurité et la stabilité dans le pays. Le ministre égyptien Abdelghati a exigé qu'une protection maximale soit fournie aux Égyptiens, faisant état d'une concertation permanente avec les autorités maliennes pour garantir leur sécurité. Renforcement de la coopération et l'intégration avec les pays du continent africain. La ministre de la Planification, du Développement économique et de la coopération internationale, Dr Rania El-Manchot, a rencontré les ambassadeurs de 7 pays africains: l'Algérie, la République démocratique du Congo, le Malawi, le Cameroun, l'Ouganda, le Rwanda et le Sénégal. Plus de détails dans ce commentaire signé Sally Hamd. La réunion de la ministre de la Planification, du Développement économique et de la coopération internationale, Rania El-Manchot, avec les ambassadeurs de 7 pays africains s'inscrit dans le cadre du premier forum économique égypto-africain organisé par Al-Ahram Hebdo sous le thème « L'Afrique que nous voulons, intégration et partenariat pour l'avenir ». La réunion a porté sur les efforts de développement en Afrique ainsi que sur les relations entre l'Égypte et les pays frères pour relever les défis auxquels font face les États africains, renforcer l'interconnexion entre eux à travers des projets d'infrastructures communes, accroître les échanges commerciaux et les investissements croisés et créer des partenariats efficaces avec le secteur privé. La ministre a affirmé que le président Abdel Fattah el-Sisi souligne constamment l'importance de promouvoir la coopération et l'intégration intra-africaine afin d'établir un avenir économique commun. Elle a précisé que l'action africaine collective constitue la voie la plus efficace pour faire face aux défis, dépasser les conflits et construire un modèle de développement reposant sur le partage d'expériences. Elle a ajouté que le développement du continent dépend du renforcement des liens et de l'intégration entre les pays africains qui forment un bloc économique riche en ressources et capable de jouer un rôle majeur dans l'économie mondiale. Elle a également souligné les efforts déployés par l'Égypte pour contribuer à résoudre les conflits qui entravent le développement dans plusieurs pays africains.
La ministre a expliqué que les relations de l'Égypte avec ses partenaires africains ne se limitent pas à des messages diplomatiques, mais reflètent un engagement réel en faveur du travail conjoint. Cet engagement se manifeste par la présence active du secteur privé égyptien dans le continent à travers d'importants projets d'infrastructure, notamment les projets de connectivité tels que l'axe Le Caire-Le Cap, ainsi que par la coopération continue en matière d'échange d'expériences, de préparation d'études de faisabilité et de valorisation de l'expertise égyptienne dans le domaine du financement du développement. Dr El Machot a indiqué que les commissions mixtes représentent l'un des mécanismes innovants visant à renforcer les relations bilatérales. Elle a également évoqué la transition verte et les ressources naturelles du continent qui permettent à l'Afrique de devenir un pôle majeur dans le domaine des énergies renouvelables. Dans ce contexte, l'Égypte et les pays africains renforcent leur partenariat avec la Banque mondiale pour mettre en œuvre l'initiative visant à fournir un accès à l'énergie renouvelable à 300 millions de personnes en Afrique. La ministre a aussi évoqué le rôle de la Banque africaine de développement et d'autres institutions internationales dans l'appel à une plus grande participation du secteur privé. Le ministre de la Jeunesse et du Sport, Achraf Sobhi, a déclaré qu'en 2036, la jeunesse africaine doit représenter 42% de la population jeune mondiale. En Égypte, les jeunes constituent déjà 65% de la population. C'est pourquoi l'État élabore une stratégie nationale dédiée à leur autonomisation. Sobhi a mis en lumière les données démographiques cruciales pour le développement du continent africain. Pour Sobhi, investir dans ce capital humain, ce n'est pas une option, mais la clé de voûte de l'avenir de l'Afrique. Et passons au Soudan où l'armée soudanaise a poursuivi sa progression dans les États du Kordofan du Nord et du Kordofan de l'Ouest dans le sud du pays après avoir lancé des attaques contre des positions des FSR, forces de soutien rapide, le long de l'axe El Obeid, El Kouei et El Nahoud. Plus de détails dans ce commentaire signé Shirin El Alemi et Sali Hamid. L'armée soudanaise a poursuivi sa progression dans les États du Kordofan du Nord et du Kordofan de l'Ouest dans le sud du pays, après avoir lancé des attaques contre des positions des forces de soutien rapide FSR le long de l'axe Al-Obeid, Al-Khouei, Al-Nahoud. Les sources militaires soudanaises ont indiqué que les forces régulières ont mené samedi des assauts terrestres soutenus par de lourds bombardements d'artillerie visant des concentrations des FSR dans plusieurs zones situées à l'ouest d'Al-Obeid. Ces attaques auraient infligé de lourdes pertes humaines et détruit plusieurs véhicules de combat des FSR. L'armée a également utilisé des drones pour frapper des rassemblements des FSR dans le Kordofan de l'Ouest, détruisant notamment des camions-citernes servant à alimenter les opérations militaires des FSR. Ces offensives interviennent quelques jours après que l'armée a enregistré des avancées dans des zones situées au nord et à l'ouest d'Al-Obeid, dans le cadre de sa stratégie visant à reprendre le contrôle de l'État du Kordofan du Nord. L'armée soudanaise a repoussé une nouvelle attaque des FSR contre la ville de Baba Nouza le vendredi dans le Kordofan de l'Ouest. Ces développements interviennent alors que de violents affrontements se poursuivent depuis plusieurs jours dans les trois États du Kordofan Nord, Ouest et Sud entre l'armée et les FSR dans le cadre d'un conflit déclenché en avril 2023. Sur les 18 États du Soudan, la FSR contrôle les 5 États de la région du Darfour à l'ouest, à l'exception de certaines zones du Darfour Nord qui demeurent entre les mains de l'armée. En effet, l'armée contrôle la majorité des 13 autres États situés au sud, au nord, à l'est et au centre, y compris la capitale nationale Khartoum. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères et ancien représentant permanent de l'Égypte auprès de l'ONU. Bonjour, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine. Bonjour.
Bon après-midi, plutôt, Madame Nabil. Oui, bon après-midi. Alors, comment évaluez-vous la situation actuelle au Soudan et notamment après l'avancement l'avancement de l'armée soudanaise, on peut dire sur plusieurs axes? Bon, je crois que la situation est toujours assez complexe parce que, bien sûr, ce serait une bonne nouvelle si l'armée réussit à arrêter les forces de soutien rapide, Oui. leurs attaques contre les forces du gouvernement au Kordofan. Mais bien sûr, tout le monde sait que les forces de soutien rapide réjouissent toujours du soutien et de l'approvisionnement sans arrêt à travers des sentiers de contrebande dans des pays voisins, surtout la Libye et le Tchad, par bien sûr un pays du Golfe, les Émirats arabes unis. Alors maintenant, ça serait une bonne nouvelle si les forces du gouvernement peuvent arrêter les attaques des forces rebelles, parce que ceci au moins pourrait stabiliser la situation et éliminer la possibilité d'avoir encore plus d'atrocités et de meurtres de civils dans des milliers comme ça s'est passé à El Fasher et autres. Oui, exactement. D'autre part, je crois que la situation pourrait rester comme une sorte de fait accompli jusqu'à maintenant, parce que la communauté internationale et même la communauté régionale n'est pas prête à accepter la décomposition du Soudan ou la séparation des gouvernements qui sont dominés par les forces de soutien rapide. On pourrait rester dans une situation de aller et venue, disons, entre les deux forces, jusqu'à ce que le gouvernement puisse essayer contrôler. De vaincre les forces de soutien rapide, bien sûr. Oui. Alors, Votre Excellence, comment voyez-vous le rôle des institutions internationales, des organisations par exemple comme l'ONU et les autres organisations, quel est leur rôle pour mettre fin à cette guerre? On peut dire que c'est une guerre sanglante. On a vu comment les victimes soudanaises souffrent actuellement. Et ici, je peux citer les enfants aussi, non pas seulement les femmes ou les hommes. C'est une crise. Non pas seulement l'ONU, mais il y a des organisations, l'Union africaine et l'IGAD aussi, qui est l'organisation régionale africaine qui traite du Soudan, de la Libye, du Tchad. Ils ont tous condamné les atrocités commises par les forces de soutien rapide et préconisent la paix ou au moins un cessez-le-feu. Bien sûr, la continuation de l'approvisionnement des forces rebelles est un obstacle à cette paix. Le gouvernement soudanais a bien fait de rejeter la médiation américaine qui visait à maintenir le fait accompli sans traiter avec la dissolution des milices ou le retrait des forces de soutien rapide des régions encerclées. Mais bien sûr, je crois que le rôle des organisations internationales maintenant est limité au rôle humanitaire. Parce qu'au point de vue militaire et politique, la situation est encore bloquée. Oui. En ce qui concerne la situation humanitaire, comment est-ce que ces organisations peuvent aider le peuple soudanais qui souffre avec des aliments, avec comment ces organisations aident cette population soudanaise? Bon, premièrement, ils travaillent pour ouvrir des couloirs humanitaires pour faire arriver l'aide humanitaire elle est prête, mais le problème c'est qu'il n'est pas possible de la faire arriver à la population soudanaise qui souffre de la guerre, bien sûr, mais ils ont déjà bâti des camps pour les réfugiés à côté de la frontière avec le Tchad. Et les organisations internationales sont très actives là-bas pour acheminer les provisions humanitaires. Il y avait aussi
on étudiait la possibilité d'une intervention militaire limitée par des forces internationales pour protéger ces couloirs humanitaires et protéger l'aide humanitaire. Mais jusqu'à maintenant, je crois que ce n'est pas encore très clair si cela serait possible ou même nécessaire ou pas, vu que les forces de soutien rapide avaient, sous pression internationale et régionale, accepté une sorte de trêve d'une seule part pour acheminer l'aide internationale. En ce qui concerne la situation, on peut dire le terrain, sur le terrain, alors quel est le rôle également de ces organisations que vous venez, Votre Excellence, de les mentionner en ce qui concerne la pression sur la force de soutien rapide, les FSR, pour que ces forces quittent le pays? Est-ce qu'il y a une sorte d'apaisement ou plutôt de pression pour parvenir à un apaisement sur le terrain? Jusqu'à maintenant, comme je disais tout à l'heure, je crois les organisations internationales et même la médiation quadripartite et la médiation américaine, ils essayent de traiter avec le fait accompli. Je veux dire seulement acheminer l'aide, mais sans entrer dans les nécessités de la résolution du conflit au total, y compris la pression sur les forces de soutien rapide, y compris sur tout le Darfour et des parties importantes du corps de France. Et c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement soudanais n'a pas accepté la médiation américaine et insiste sur le respect des forces de soutien rapide et même l'exil des dirigeants de cette force qui n'est pas officielle et qui pose obstacle à la paix, bien sûr. Oui. Bien, je tiens à vous remercier infiniment, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères et ancien représentant permanent de l'Égypte auprès de l'ONU. Merci d'avoir été avec nous. Mesdames et messieurs, nous parvenons ainsi à la fin de cette tournée africaine. Merci pour votre fidélité à Nile TV International qui vous souhaite une très bonne journée. Merci et au revoir.